Oh là là, oh là là, oh là là, c'est le retour du Naruto Talk par ton gars Infinite Room, tu connais déjà. Donc je rappelle, le Naruto Talk, c'est en fait une série de planches du manga que j'ai beaucoup apprécié. La dernière vidéo, elle date il y a 6 mois, je crois. Et en fait, on s'était laissé sur justement le tournoi pour devenir Chunin. Donc avec la victoire de Gaara sur Rock Lee. Et en fait, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que l'année passée, du coup, j'ai redécouvert tout Naruto. J'ai relu le manga en entièreté et ça m'a vraiment marqué. Et en plus, je l'ai lu alors que j'étais en dépression. Parce que l'année 2024, j'étais dans une période de dépression. J'en parle d'ailleurs dans mon livre Danser pour survivre. Je vous mets le lien dans la biographie pour pouvoir le découvrir. Et en fait, dans cette redécouverte de Naruto, j'ai pu me rendre compte de pas mal de choses. Pourquoi est-ce que c'est un manga qui m'a marqué durant mon enfance, et aussi des trucs que je comprenais pas quand j'étais plus jeune, qui m'ont semblé vraiment être plus clairs. Principalement, je pourrais citer la réaction de Sasuke face à les vérités qu'il a découvertes, et pourquoi est-ce qu'il a réagi comme il a réagi plus tard. Donc, j'essaie de pas trop spoil parce que d'une certaine façon ça permet aussi à ceux qui ne connaissent pas de découvrir Naruto, mais de manière vraiment raccourcie, juste avec mes planches favorites. Donc il n'y a vraiment pas toutes les planches, mais ça permet aux connaisseurs aussi de replonger dans cette œuvre que je trouve être vraiment extraordinaire. Donc sans plus tarder, on y va. Si vous êtes chaud, on commence. Donc comme j'ai dit, on s'était laissé sur ça, sur la victoire de Gaara sur Rock Lee. Ensuite, la planche qui suit, alors là ça fait un moment que je me suis pas plongé dessus, donc en fait c'est aussi une redécouverte là maintenant tout de suite. Donc c'est Kabuto qui parle avec Orochimaru. Bientôt les villages cachés vont se lancer dans un long et sanglant conflit. Le village d'Oto est un de ceux-là. Vous projetez de mettre le feu aux poudres. Donc on parle de guerre. Naruto, c'est vraiment un manga aussi qui parle justement de la guerre, de qu'est-ce qui conduit à la guerre. Il y a des personnages qui sont fort attachants, où en fait justement on peut considérer que c'est des antagonistes parce qu'ils s'opposent aux protagonistes de l'œuvre, dans Naruto par exemple, mais leur motivation, leur raison de faire la guerre est vraiment complexe et variée. Et en fait quand tu peux creuser dedans, tu vois qu'ils n'ont pas forcément tort, mais peut-être la façon de parvenir à leur fin, c'est ça qui pose problème. Donc voilà. Il sera la mèche, n'est-ce pas, Sasuke Uchiwa. Donc on voit que Orochimaru veut justement mettre le feu aux poudres en utilisant Sasuke Uchiwa, parce qu'on sait qu'il a des vues sur lui. Tu es si perspicace que c'en est effrayant. Ho ho. Vous me flattez. Je ne savais rien du rôle de Dosu, Zaku et Kin. J'ai subi leur foudre volontairement. Vous m'aviez confié la tâche de collecter des informations sur Sasuke. J'ai voulu alors connaître la force des 3 ninjas du son qui se dressaient sur sa route. C'était imprudent, vous m'avez surestimé. Et là, il lui dit, tu as intérêt à supprimer Sasuke, c'est maintenant ou jamais. Et il dit à Kabuto, tu es peut-être fort, voire du même niveau que Kakashi, mais tu ne peux pas venir à bout de moi, tu le sais bien. Donc là, on sent vraiment le coup de pression de Kabuto par rapport à Orochimaru. Et c'est quelque chose qui me semble que j'avais déjà mentionné dans les précédentes vidéos, c'est qu'en fait, le power scaling dans Naruto est quand même assez intéressant, parce que je pense qu'on ne se rendait pas compte quand on était plus jeune et on découvrait Naruto à quel point en fait Orochimaru, Jiraiya, Tsunade, les Sannin légendaires étaient à un tout autre niveau. Et la peur en fait qu'ils incitaient aux autres ninjas. Et là, il dit clairement à Kabuto que tu es peut-être du niveau de Kakashi. Kakashi, c'est un ninja qui est vraiment considéré, que ce soit à Konoha ou à l'extérieur. Quand les gens le voient, ils disent fuyez. Le ninja copieur qui a copié 1000 techniques qu'on n'a pas vues bien entendu, mais je trouve vraiment intéressant justement le fait que Kabuto soit comparé à Kakashi, mais Orochimaru lui met quand même un sacré coup de pression. Donc on voit là, il transpire même, il y a la goutte qui est là, sur sa tempe, qui descend sur sa joue. On voit vraiment, c'est très bien illustré comment est-ce qu'il a vraiment peur là. Il a un vrai coup de pression.
Puis Orochimaru lui dit ah je plaisante, tu peux disposer, je sais que tu ne me trahiras pas. Et en fait ce qu'il lui disait c'est que voilà, s'il voulait gâcher son plan, et ben il faudrait supprimer Sasuke, tout de suite. Tu plaisantes, on sait pas. Orochimaru il est quand même assez spécial. Donc on a une autre scène justement, et c'est là que c'est intéressant parce qu'on parlait justement de Kakashi à l'instant. C'est Kakashi et Kabuto, les ninjas aux cheveux gris, qui se confrontent. Et là, Kakashi lui dit « Ne parle pas aux grandes personnes sur ce ton. En garde. » Il lui dit là « Mon petit, où tu es en train de t'aventurer, là, c'est chaud. Tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Tu sais pas qui je suis, moi. T'as pas entendu parler du ninja copieur, celui qui a copié 1000 techniques, l'homme au Sharingan. Baisse un peu d'un ton, tranquille. » Parce que Kabuto, il est jeune, plus jeune que Kakashi, du coup. Puis là, parce qu'en fait, il venait justement pour Sasuke, qui est actuellement hospitalisé. On peut le voir là dans l'image tout en bas. Kabuto dit, vous n'allez donc pas me laisser repartir tranquillement. Tu connais la loi et le traitement que l'on réserve aux espions. Ne prenez pas vos grands airs, la situation à mon avantage. Donc Kabuto, là, il dit, en fait, s'il veut, il peut assassiner Sasuke. Donc calme-toi, même si t'es le ninja copieur, même si mon maître en plus il vient de me comparer à toi, tranquille, là c'est moi qui est en position de supériorité. Donc voilà, comme j'ai dit, j'ai mis mes planches préférées. Donc en fait, il y a des éléments qui manquent, mais c'est juste pour parler des choses qui moi m'ont marqué. Et si vous voulez découvrir l'œuvre, vous pouvez aller lire les scans sur internet, vous pouvez aller acheter les tomes, vous pouvez regarder l'animé, enfin voilà. Donc là, c'est le tableau justement des prochains combats suite au premier tour. Donc on voit que ça commence par Naruto Uzumaki contre Neji Hyuga. Donc le cancre, vraiment le cancre grand C contre le génie. Là déjà c'est très intéressant ce qui se passe dans le début de Naruto, c'est qu'on voit vraiment cette opposition entre un génie pur comme Neji et Naruto qui est un cancre, qui a raté, on dit 3 fois l'examen d'entrée à l'académie des ninjas, je crois, qui n'arrivait même pas à faire le ninjutsu le plus simple de l'académie, qui était de faire un clone. Donc ouais, c'est intéressant ce qui va se passer. Ensuite on a Gaara, qui, on l'a vu, il est effrayant, il est puissant, les gens ont peur de lui, contre Sasuke Uchiwa, un autre génie du ninja de Konoha, un autre élément très prometteur, un autre que les regards sont rivés sur lui. Ensuite on a Kankuro contre Shino, Temari contre le gagnant entre Kinuta Dosu et Shikamaru Nara. Bon, on va pas s'attarder trop longtemps sur eux. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai pris cette image ? En fait, je trouve juste intéressant la manière dont c'est détaillé. Surtout dans la première partie de Naruto. Comment est-ce que on explique vraiment le principe du ninjutsu, le principe du taijutsu, etc. Donc voilà. Donc là, on a l'explication. On va passer au travers. Prenons maintenant l'exemple d'un praticien du taijutsu. La gestion de l'énergie vitale est simple, pas de signe d'incantation ni de chakra. Il y a des exceptions toutefois. Il suffit d'utiliser la dose d'énergie vitale nécessaire à l'exécution des techniques à main nue du ninjutsu. Donc là, ils ont pris Lee, par exemple, qui est grand pratiquant du taijutsu, comme on le sait. Donc il a 100% de son énergie vitale, et quand il veut faire du taijutsu, il utilise par exemple 30% de son énergie vitale, et il lui reste après 70%. Là, pour faire sa technique, la tornade de Konoha. Maintenant, dans le cas du ninjutsu ou du genjutsu, selon la nature des techniques souhaitées, il faut d'abord malaxer du chakra en quantité suffisante. Donc pour le taijutsu, il ne faut pas malaxer du chakra. Et c'est là où justement Lee est un cancre à ce niveau-là, mais un génie du taijutsu, un génie de l'effort. C'est qu'il ne sait pas, il ne maîtrise pas le fait de malaxer du chakra. Et Naruto, par exemple, c'est quelqu'un qui malaxe mal son chakra. Donc il veut libérer son chakra, il malaxe 30% de chakra, puisant dans son énergie vitale. Et maintenant, il doit doser habilement la quantité de chakra avec un signe des mains complexe. C'est là qu'il fait les mudras. Donc, les 30% de chakra qu'il a malaxé, il les transforme en 10% pour son ninjutsu, pour faire le clonage. Et par exemple, s'il fait la métamorphose, il en utilise 20%. Par exemple. Évidemment, l'énergie utilisée pour les techniques disparaît après l'utilisation. Si l'énergie vitale et le chakra tombent à zéro, c'est la mort. Donc en fait, si tu utilises toute ton énergie vitale, il te reste plus rien. Il te reste plus d'énergie vitale, plus de chakra, t'es à zéro. C'est la mort dans Naruto.
Ok. Je sais plus qui lui explique ça, c'est Ebisu. Ah voilà, Ebisu. Donc c'est Ebisu qui a été choisi par Kakashi pour entraîner Naruto. En prenant cette explication comme postulat, je vais à présent pousser l'analyse en prenant exclusivement la technique du multiclonage comme exemple. Imaginons qu'on doive préparer 30% de chakra pour un triple clonage. Et en fait, moi j'aime bien juste ça parce que ça explique aussi de base pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas juste se battre à l'infini, pourquoi ils peuvent pas déployer tout leur jutsu dans le combat. C'est parce qu'il y a des éléments à prendre en considération, l'énergie vitale, le chakra, malaxer le chakra, etc. Donc par exemple, on prend le cas de Sakura qui, elle, c'est quelqu'un qui malaxe bien son chakra. Donc au moment de lancer sa technique, elle malaxe 30% de chakra, tout juste. Ensuite, quand elle invoque la technique par la jonction des mains, elle contrôle avec une grande dextérité la quantité de chakra. Donc les 30% qu'elle a malaxés, elle les utilise pour son ninjutsu. Et elle génère 3 clones très réalistes et préserve 50% de son énergie vitale. Donc il n'y a rien qui a été perdu. Là, malaxer 30%, utiliser 30% pour ninjutsu, rien qui a été perdu. Passons maintenant au cas de Sasuke. Là, Naruto, il est là, je ne capte pas tous. Et en plus, ça dure des heures. Parce que Naruto, c'est pas quelqu'un... Lui, il a besoin de la pratique. Lui, tu lui expliques les choses, il va pas comprendre. Ok? Et c'est comme, finalement, dans la vraie vie, on n'est pas tous pareils. Il y a certains qui vont comprendre avec des explications, il y a certains qui vont comprendre en regardant, et il y a d'autres qui vont comprendre en faisant. Donc, Sasuke, il est malhabile à malaxer le chakra, il crie 30%, là où 30% suffisent. Voilà. Mais lorsqu'il joint les mains, pas de problème, il est à l'égal de Sakura. Là, il arrive à utiliser les 30%. C'est juste qu'en fait, il malaxe 40%, donc 10% de trop. Il parvient à produire 3 clones, mais comme il ne peut pas retransformer en énergie vitale les 10% inutiles, c'est une pure perte. Il ne préserve que 60% de son énergie vitale. Pour le même résultat, il a utilisé 10% de chakra en plus. Et là, Naruto, je sais pas si j'ai fait... Ouais, il est tout content, en mode « Ah, sérieux, il vaut pas un clou alors ce Sasuke ?» Maintenant, Ebisu lui dit « Attends, t'excites pas trop, je vais te dire, tu vas comprendre, toi c'est encore pire. » Il dit « Tu es plus mauvais que Sasuke pour combiner les deux énergies. Tu crées 50% de chakra quand il t'en faut 30. » Donc déjà là, ok. Donc il utilise 50%, il malaxe 50% de chakra alors qu'il lui faut juste 30. Donc il y a 20% en trop. Au moment du signe d'incantation pour le contrôle du chakra, tu es d'une nullité affligeante. Tu ne peux utiliser que 10% des 30% requis. Donc en plus, il utilise que 10% des 50 qu'il a malaxés. Tu ne préserves que la moitié de ta force vitale. Tu gâches jusqu'à 40% de chakra et ne parviens pas à créer qu'un seul clone. Tu vois, ça varie du tout au tout selon les personnes. Donc, il arrive à créer qu'un seul clone alors qu'il a malaxé 50% de chakra. Enfin, on comprend que c'est là que c'est important. C'est pas juste d'avoir un gros chakra. Comme Naruto, il a une grosse réserve de chakra. En fait, c'est de malaxer correctement, libérer correctement pour exécuter son ninjutsu. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est pas juste le fait qu'il ait beaucoup de chakra qui fait qu'il va forcément remporter le combat ou ça va être stratégiquement le meilleur. Il dit certes, j'ai quelque peu forcé le trait pour mettre en lumière vos différences. Si je résume, Naruto, tu crées trop de chakra et tu puises trop dans tes forces physiques. Qui plus est, le résultat n'est pas probant, du moins très aléatoire. Et là, Naruto, il est là, mais j'étais plus impressionnant que Sakura et Sasuke pendant l'examen. Ça fait pas un pli. Et c'est pas que ça. C'est pas que ça. Ah, il y a 2 fois la même capture. Et là, à un moment donné, justement, Naruto, parce qu'il faut savoir que Ebisu, il aime pas spécialement Naruto initialement. Il le voit que comme le démon renard à 9 queues qui a ravagé le village, comme la plupart des villageois en fait. Parce que le démon renard à 9 queues, il est enfermé en lui. Et là, en fait, il est justement en train de malaxer le chakra, en train d'apprendre. Et Ebisu, il commence à être assez impressionné. Et il a une réflexion où il dit... Konoha peut quand même s'enorgueillir de compter dans ses rangs un ninja de ta trempe qui en peu de temps a pu apprendre et développer en fait ce qui a été appris. Et là Naruto en fait il remarque quelque chose, donc ça le déconcentre. Ils sont en train de s'entraîner aux sources d'eau chaude, donc en fait quand ils tombent dans l'eau, parce que l'exercice qu'ils utilisent pour malaxer le chakra justement c'est de pouvoir marcher sur l'eau, tenir sur l'eau, et puis quand tu rates, tu tombes dans l'eau chaude.
Donc il y a une conséquence. Et là, Naruto, il est déconcentré parce qu'il voit un vieux monsieur en train d'observer les femmes dans les sources d'eau chaude. Et là, Ebisu, grosse estime de lui aussi. Je ne sais pas d'où sort cette hurluberlu, mais je ne saurais tolérer les atteintes à la bienséance dans cette enceinte. Et là, il dit, on va découvrir qui c'est ce monsieur. Bordel. Apparition, invocation de crapaud. Quel style, hein, quelle classe. C'est la première fois qu'on voit ce personnage. Pour ceux qui savent, vous savez. Qu'est-ce que... Tac, le crapaud le prend vite fait, hop, tac, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il avait à beugler celui-là? Il allait faire fuir les donzelles. L'obsédé qui ne s'assume pas, donc Ebisu, étalé par un obsédé qui s'affiche direct. Parce que bon, même si grosse estime de lui, Ebisu c'est quand même un ninja supérieur. Il s'y connaît. C'est pas pour rien qu'il a été choisi pour enseigner et entraîner de grands ninjas de base. Parce que Konohamaru, le petit-fils du 3e Hokage, promis un avenir glorieux, on va dire ça comme ça. Et c'est Ebisu qui a été choisi pour sa formation. Et là aussi pour entraîner Naruto, qui renferme Kyuubi, qui a beaucoup de potentiel, qui est en train de faire l'examen de Chunin. On l'a choisi lui. Mais vite fait, bien fait, le ninja qui vient d'apparaître, il l'a laminé. Et on voit la classe, comment il est assis, il est posé. C'est la première apparition de ce personnage dans le manga. Et c'est un des 3 Sannin légendaires Jiraiya. Donc il s'assied à la table de Orochimaru et de Tsunade. On a parlé de Tsunade à un moment donné. C'est, je crois, Tenten qui disait qu'elle souhaitait devenir une grande kunoichi, donc une femme ninja, comme Tsunade. Donc pour dire, c'est des références, c'est des grands. Et on a vu Orochimaru, il a mis un coup de pression à Kabuto. Kabuto qui a été estimé être au même niveau que Kakashi par Orochimaru lui-même. Et Kakashi, c'est le maître de Naruto Sasuke Sakura, je le rappelle. Donc c'est le maître de notre protagoniste. Et on nous dit que Orochimaru, en fait, c'était pas au niveau. Et là, c'est un des autres Sannin légendaires, Jiraiya. Donc, c'est des grands ninjas. Et dès le départ, en fait, on nous met ce contexte. C'est des grands ninjas avec des capacités extraordinaires. Il y a peu de personnes qui s'assiedent à leur table. Et là, c'est l'image du tome. Très belle image. Naruto avec Jiraiya derrière. Et le crapaud derrière lui, c'est Gamabunta. Si je ne me trompe pas. Très belle image. La même pose, les tatouages. Ok. Ça, c'est la pose favorite de Jiraiya. Halte là. Merci de poser la question. Je suis le saint ermite du mont Myoboku. On m'appelle aussi l'ermite des crapauds. Souviens-t'en. Un ermite. Yo. Et là, ce que je trouvais intéressant, parce que c'est un élément qui va être repris dans Naruto Shippuden, le mont Myoboku. Là où justement, c'est le mont des crapauds, où tu peux apprendre l'art ninja des crapauds, tu peux apprendre le senjutsu, en fait, l'énergie naturelle. C'est pas, tu te bats pas avec l'énergie en fait qui vient de toi, tu te bats avec l'énergie naturelle qui vient de l'extérieur. Et ça, c'est développé dans Naruto Shippuden, dans la suite, quand Naruto est grandi. Et Jiraiya, en fait, il se présente comme le saint ermite du mont Myoboku. Dès le départ, en fait, on a cette information-là. C'est intéressant. Ça rime à quoi tout ça, monsieur l'ermite des crapauds? Ce type était censé assurer ma formation. Ce Manon m'a gêné dans ma collecte d'informations. Collecte d'informations? Je suis un homme de plume, vois-tu, un romancier pour être précis. Regarde, le paradis du batifolage. Et là, Naruto, il se rend compte, parce qu'en fait, en réalité, quand on comprend maintenant, c'est un livre un peu pervers, quoi. Et puis, Naruto se rend compte que l'auteur du livre que son maître Kakashi lit, même pendant l'épreuve des clochettes, en fait, c'est ce ninja qui est devant lui, c'est Jiraiya. Ah, tu es un de mes lecteurs, je vois. Haha, je suis devenu drôlement célèbre. Donc en fait, non, c'est pas un de ses lecteurs, c'est Kakashi le lecteur, mais Naruto, il reconnaît.
Donc, après, je sais plus exactement ce qui se passe entre deux. Mais, ce qui est intéressant, c'est que là, Jiraiya, il voit le sceau qui retient justement Kyuubi, le démon renard à 9 queues, sur le ventre de Naruto. Et il dit quoi? Il dit que 4 doubles sauts, c'est la méthode des 8 sauts, je pense. Ils sont disposés de sorte qu'un peu de chakra du démon s'échappe et vienne se mêler à celui du gamin. Le 4e, il voulait protéger cet enfant. Alors, je sais plus à quel point je l'ai dit précédemment, mais bien entendu que le 4e, il voulait protéger cet enfant. C'est pas n'importe quel enfant. Ok? Vous savez qui c'est par rapport au 4e Naruto. Mais on va laisser l'histoire nous révéler ça. Peut-être je l'ai déjà dit, hein? I don't know. Donc, c'est vraiment un saut très complexe. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est vraiment juste un peu du chakra de Kyuubi qui sort pour se mêler à celui de Naruto. C'est pas une grosse quantité, c'est pas en abondance. C'est étrange, l'ensemble est perturbé par un 5e saut. Un saut multiple bien compliqué, ma foi. Le mélange des deux chakras est complètement imprévisible du coup. Pas étonnant qu'il soit si maladroit à contrôler le chakra. Le dernier saut est probablement l'œuvre d'une autre personne. La méthode est plutôt brutale. Et du coup, on sait qui a fait ça, qui est venu rajouter un saut par-dessus le saut du 4e Hokage pour perturber justement la capacité de Naruto à malaxer du chakra, c'est Orochimaru. Et là, on voit encore une fois le niveau de ce ninja qui est capable de faire ces choses-là. Parce que déjà, le 4e Hokage, c'est impressionnant qu'il ait la capacité de faire un saut si complexe. Il n'a pas juste scellé Kyuubi, il a le saut, en fait, et on le verra encore plus tard, il a d'autres fonctions en fait. Il a d'autres fonctions. Et là, Jiraiya aussi, encore une fois, il peut être pervers, il peut être un peu drôle comme ça, mais en fait, il est très intelligent, il est très fort et il est très perspicace. Là, justement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, de plus près, on jurerait la griffe d'Orochimaru. Il reconnaît, juste en voyant le sceau, il reconnaît que c'est l'œuvre d'Orochimaru, son collègue Sannin. Donc il dit, approche mon enfant. Il est vraiment lourd à la fin. Banzai, qu'est-ce que c'est encore que c'est, juste pour qu'il lève les bras? Destruction du 5e saut. Il le prend par surprise. Je sais pas s'il était obligé de faire ça comme ça. Mais il détruit justement le saut qui empêchait Naruto de pouvoir malaxer correctement son chakra. Ensuite, voilà, on avance dans l'histoire. Ebisu qui reconnaît du coup Jiraiya, bien sûr parce que c'est un des Sannin légendaires. C'est quelqu'un de connu, quoi. À cause de son niveau, à cause de ses accomplissements et ses capacités. Donc il discute avec lui, il lui dit, vous êtes venu pour Orochimaru. Non, ce n'est pas ça malheureusement. Hein? Je suis revenu au village trouver l'inspiration pour mes romans. Je suis bien trop prudent pour chercher des ennuis. Et là, Ebisu il dit, mais enfin, comprenez la gravité de la situation. Orochimaru est un des 3 ninjas de la légende. Seuls ses pairs peuvent espérer l'arrêter. Nous avons besoin de vous, maître Jiraiya. Et là, en fait, c'est le moment où on découvre que c'est Jiraiya. Parce que jusque-là, il n'a pas dit son nom. Donc on est surpris. C'est lui Jiraiya. C'est lui qui est aussi un des 3 ninjas de la légende comme Orochimaru et comme Tsunade. Et encore une fois, je mets l'accent sur le fait que regardez la manière dont ils sont vendus. Orochimaru est un des 3 ninjas de la légende, la Ebisu en panique. Vous comprenez la gravité de la situation, c'est chaud. Tu vas laisser vraiment un des 3 ninjas de la légende pouvoir librement opérer et faire ses actes en toute impunité. Seuls ses pairs peuvent espérer l'arrêter. En fait, vous vous rendez compte de la dinguerie? Il est en train de dire, parce que il y a le Hokage au village, il y a le 3e Hokage. Et il dit que c'est que ses pairs qui peuvent arrêter Orochimaru, un des 3 ninjas de la légende. Là, c'est comme si en fait on nous dit qu'il n'y a pas plus chaud. Il n'y a pas plus chaud que Orochimaru et les 3 ninjas de la légende. C'est ça qu'on essaie de nous dire. Parce que seuls ses pairs peuvent espérer l'arrêter. It's crazy though, man.
Ok, donc là, on avance. Il y a Naruto qui dit que voilà, il veut faire une invocation, etc. Il invoque un petit tétard. Et ça me fait rire la tête là. Un tétard, les bras m'en tombent. Et là, je tiens juste à souligner qu'en fait, il y a beaucoup de mangas. C'est pas parce qu'en fait, le manga, il est sérieux et qu'il parle de sujets vraiment profonds qu'il ne peut pas se permettre d'avoir des touches d'humour. C'est comme One Piece, par exemple. C'est très... Il y a beaucoup de moments d'humour, etc. Mais il y a des sujets très profonds, très sérieux. Enfin, voilà. Petite parenthèse. Alors, pourquoi j'ai mis cette image ? Ça, c'est parce que le manga... il est beaucoup plus trash que l'animé. Dans l'animé, il y a beaucoup de choses qui sont censurées. Le manga, regardez cette image de... C'est Hayate, il me semble que c'est Hayate. Il a été massacré. Il est en sang. Les corbeaux viennent manger sa chair. C'est une image très très gore. Là, on a une belle image de Jiraiya qui porte Naruto sur son dos. Son corps doit apprendre à faire fonctionner la clé. La clé, je pense, du sceau de Kyuubi. Ne me juge pas mal, le 4e. Et là, on a une image du 4e. Oh là là, il est stylé, Minato. Ce visage un peu sérieux. Ça lui ressemble pas beaucoup, hein. Il est plus un peu enjoué, joyeux. Mais là, ce visage sérieux, là, qui montre qu'il porte vraiment la mission. Et écoutez, spoil, hein. Spoil, je vais vous le dire, en fait. Je vais vous le dire parce que soit vous savez déjà, soit vous redécouvrez, soit vous avez oublié. Mais je pense pas que vous avez oublié. Mais spoil. Minato, c'est le père de Naruto. Le 4e Hokage, c'est le père du protagoniste de l'œuvre de Naruto. Et en réalité, les informations étaient trop évidentes. Je pense que quand on était plus jeune, on se posait un peu la question, on se demandait mais est-ce que vraiment et tout. Et puis aussi dans un des jeux de Naruto Ultima Ninja de Play 2, je crois, le 1 ou le 2, un des ultis de Naruto justement, il y avait le 4e Hokage qui venait mais il était dans l'ombre. Et il apparaissait sur Gamabunta, je crois. Enfin, c'était incroyable. Mais là, en fait, quand on regarde, on voit bien les yeux, les cheveux, la couleur des cheveux. Enfin, franchement, c'est clair. C'est clair. Voilà. Je l'ai dit. Peut-être je vais oublier plus tard que j'ai dit que je l'ai déjà dit. Et là aussi, ce que je trouvais intéressant, pourquoi j'ai pris cette image, parce qu'en fait, on voit l'image du Shodai Hokage, Shodaime, du Nidaime, et du Sandaime. Donc le premier, le deuxième, le troisième Hokage. Et là, en fait, l'image du premier Hokage, ça n'a rien à voir. Enfin, là, vous voyez le premier Hokage, là. Dans cette image. Vous voyez le premier Hokage, là. Comment il s'appelle ? J'ai oublié. Ah, Hashirama Senju. Hashirama, Tobirama et puis Sarutobi, qui a été appelé par rapport à l'héros, le grand ninja Sasuke Sarutobi. Mais on parle jamais de ce ninja, malheureusement. Enfin, on le voit pas, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de backstory. C'est dommage. Mais je sais que c'est un nom aussi qui est dans la culture japonaise, je crois, d'une grande figure. Parce que je sais qu'il y a aussi un Sasuke Sarutobi par exemple dans Kyo, le manga samouraï Deeper Kyo. Anyway. Donc je trouve intéressant d'avoir juste ces images. Mais en tout cas, Tobirama, il ressemble au Tobirama qu'on a aujourd'hui. Donc Maître Hokage. Il était vieux, hein. Et en fait, je sais, tu t'en veux d'être revenu vivante de la forêt de la mort. Il n'y a pas dans tout Konoha de ninja capable de rivaliser avec lui. C'est exactement ce que j'ai dit, non ? Là, on est en train de nous dire que dans tout Konoha, il n'y a pas de ninja qui soit à la hauteur de Orochimaru. Il n'y a pas de ninja qui est à la hauteur d'Orochimaru. C'est pour dire à quel point il est fort et à quel point on estime... Enfin, c'est pas un ninja de la légende pour rien. Il y a une raison au fait qu'on l'appelle comme ça. Les Sannin légendaires. C'est pas pour rien.
Donc là, Anko, elle est perturbée. Et ça vaut probablement pour moi aussi. Vous vous rendez compte que le Hokage, qui est censé être d'une certaine façon le ninja le plus fort de son village, et en plus on dit que le Hokage, c'est le plus fort de tous les Kage, parce qu'il y a des Kage dans tous les villages. Dans le village de la pluie, dans le village du sable. Et on dit que le Hokage, c'est le plus fort de tous les Kage. Et là, le Hokage actuel, il est vieux, il n'a plus les mêmes capacités quand il était jeune, mais il est en train de dire que même lui n'est pas à la hauteur de rivaliser avec Orochimaru. Les Sannin légendaires, vous voyez ce que je veux dire? Ils sont à un autre niveau. Ils sont à un autre niveau, et ça, on nous le montre, on nous le fait comprendre dès le départ. Il faut vraiment comprendre cette idée. Et là, qu'est-ce qu'Anko elle dit? Si seulement Hokage le 4ème était encore de ce monde. Ne dis pas ça. Il a fait le sacrifice suprême pour sauver le village. Cela fait 13 ans maintenant. Ça fait 13 ans qu'il est parti. Il a fait le sacrifice suprême. Et en fait, quand elle dit ça, ça veut dire que le 4ème Hokage, lui, il aurait pu être à la hauteur de se débarrasser d'Orochimaru. Et encore une fois, je le répète, Sandaime, le 3ème Hokage, il était vieux là. Okay, il n'avait pas les mêmes capacités que quand il était tout jeune. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, ensuite, il fait un petit discours à tous les élèves de l'académie. Et je trouve ça très beau. En fait, ce sourire qui dégage justement de la paix, de la tranquillité, en fait, pour apaiser vraiment les tensions et la peur. Enfin, je sais même pas s'il y avait de la peur à ce moment-là, mais c'est beau, parce qu'en fait, il dégage vraiment, au travers de son visage, au travers de son expression, quelque chose de paisible, quelque chose de résilient. Ok, on voit qu'il est vieux, il est ridé, il a été marqué par la vie, et en fait, dans son discours, c'est un discours d'expérience, c'est un discours de quelqu'un qui a vécu des choses. Et c'est beau parce que voilà, les élèves ils sont là, ils sont choqués, mais choqués en bien. Il y a son petit-fils Konohamaru qui est d'une certaine façon impressionné, ébahi par son grand-père à qui il fait toujours des crasses. Et on a Hiruka qui, fidèle à lui-même, il est là, rassurant, joli sourire. Et là, il est en train de parler face au monde des Hokage, enfin, où il y a les visages des Hokage. Et on voit l'image encore une fois du 4ème Hokage, comme toi, autrefois. Là, qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est quand Naruto, il est en train de tomber, il est en train de s'entraîner avec Jiraiya. Et puis, il fait appel au chakra de Kyuubi. Si je me trompe pas, c'est une des premières fois qu'on voit Kyuubi, d'une certaine façon, en Naruto. Enfin, il y a eu la fois où il s'est battu avec Zabuza. Je sais plus si on l'a vu à l'intérieur de Naruto ou c'était juste la manifestation de son chakra. Je me rappelle plus. Mais là, on voit Kyuubi enfermé. Et franchement, là, on peut pas vraiment voir la forme qu'il a aujourd'hui. Mais il est effrayant. Il est effrayant. Kyuubi, il fait peur. À ce moment, Naruto, Kyuubi, il fait peur. Les yeux rouges, les dents vraiment pointues, une grosse ombre vraiment, Naruto tout petit vraiment. Il dit, qu'est-ce que c'est? Il sait pas ce que c'est. Naruto, en fait, à ce moment, il sait même pas que Kyuubi est là en lui. Il sait pas, il comprend pas. Et on voit le choc, sa tête d'ahuri là. C'est ça que je veux dire, Naruto quand il est petit, il a vraiment aussi ce côté très un peu bête, un peu ahuri, un peu... Ok. Et c'est vraiment intéressant de suivre ce personnage. Et qu'est-ce que c'est? Mon enfant, approche-toi, viens. En fait, qu'est-ce que... je me suis trompé. En fait, il sait. Ah, mais bien sûr qu'il sait. Mais bien sûr qu'il sait, en fait. J'ai dit une bêtise. Il sait que Kyuubi est enfermé en lui, puisque dans le premier épisode et le tout début de Naruto, Mizuki lui dit, c'est pour ça qu'on te déteste, parce que voilà, en fait il sait, excusez-moi, c'est plutôt Sasuke qui ne sait pas en fait. Ouais, c'est juste que
parce que quand il se battait contre Zabuza et qu'il a utilisé le chakra de Kyuubi, Sasuke il était inconscient. Quand il était dans la forêt avec Orochimaru, Naruto à un moment il a eu les yeux rouges justement de Kyuubi. Et Sasuke il était surpris, il comprenait pas, il sait pas. Enfin voilà, pour dire qu'il est pas vraiment conscient parce qu'il a le même âge que Naruto. Donc c'est pas comme les adultes qui savent, mais qui empêchaient juste les enfants de jouer avec lui. Voilà, c'était juste pour corriger, excusez-moi pour l'erreur. Donc là il le regarde dans les yeux. Et le renard mouillé, puisque tu crèches chez moi, je vais taxer ton chakra en guise de loyer. Et là, vraiment, son visage plein de confiance, plein de détermination. Même s'il est en train de stresser, on voit la goutte là il est en train de suer. Mais il dégage de la confiance quand même. Et là, Kyuubi, effrayant comme j'ai dit. Gouah, tu sais que nos destins sont liés, si tu meurs, je meurs avec toi. Tu as un certain cran pour me menacer. Ouais, parce que ils sont liés. Après, on apprend plus tard que, en fait, comme c'est une masse de chakras, les bijoux, donc les démons à queue, ils meurent pendant un temps, mais ils se réincarnent à un moment donné quelque part, ils se reforment. Mais il y a quand même un temps où ils meurent si l'hôte meurt. Donc voilà, il a eu un peu de son chakra. Et là, il fait invocation. Jiraiya, et bah voilà. Parce qu'il l'a jeté de la falaise, Jiraiya, en fait, justement, pour le pousser dans ses retranchements. Et là, je trouve ça aussi intéressant. Ça, parce que parfois, on a peur, en fait, de essayer. Ou on a l'impression que on n'est pas capable, on n'a pas les capacités de faire quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui a du sens pour nous. Donc en fait, on est comme bloqué. C'est comme si ce qu'on essaie de faire, ça ne parvient pas. On n'arrive pas à atteindre l'objectif. Et parfois, la solution, c'est justement d'être poussé dans ses retranchements, d'être poussé à bout. Je donne des exemples très simples. Par exemple, tu peux avoir vraiment une crainte, une peur de t'exprimer devant les gens, devant la foule. Si tu te mets dans une situation où tu es obligé de le faire, où tu vas être forcé de devoir le faire, peut-être là tu vas découvrir qu'en fait tu as les capacités de le faire. Je donne même mon exemple, parce que moi je suis MC, je suis maître de cérémonie, donc c'est-à-dire que, sachant que de base, j'ai pas beaucoup de facilité à être entouré de plein de gens, entretenir des discussions avec du monde, voir beaucoup de gens, être avec des gens que je ne connais pas, mais en même temps je suis MC, parce que j'ai dû me retrouver dans des situations où justement j'ai dû prendre la parole de manière publique devant des gens que je ne connaissais pas, dans des cadres où j'étais pas forcément à l'aise, pour voir qu'en fait j'étais capable de le faire. Et c'est quelque chose qui me plaît. Et même s'il y a la peur, même s'il y a le blocage par rapport à tout ce que j'ai mentionné tout à l'heure, et le plaisir qui se cache derrière la peur, il est beaucoup plus incroyable. Et parfois dans la vie c'est ça, c'est que derrière la peur, derrière le blocage, c'est là que se cache la réussite, c'est là que se cache le succès, c'est là que se cache l'accomplissement, c'est là que se cache vraiment le fait de pouvoir se sentir accompli. Parce que peut-être ta mission, ton purpose, pour pouvoir l'atteindre, il faut justement pousser, aller plus loin dans tes retranchements, te mettre dans une situation, te mettre dans quelque chose qui t'oblige vraiment à découvrir tes capacités. Là en fait, Naruto, pour pouvoir faire cette invocation, on a vu tout à l'heure, il a invoqué un simple tétard, pour arriver à invoquer Gamabunta, le chef des crapauds, le boss. Vraiment, regardez sa prestance. Pour pouvoir arriver à ça, il a dû être poussé de la falaise. Parfois dans la vie c'est ça, parfois il faut que tu sois éjecté de la falaise, que tu tombes dans le vide, que tu n'aies rien où tu peux t'accrocher pour réaliser en fait ton potentiel. Parce que tant que tu auras la sécurité, tant que tu auras les connaissances de base, tant que tu auras les appuis, tout ce qui t'est familier, tant que tu ne vas pas sortir de ta zone de confort, tu n'auras pas la possibilité d'expérimenter vraiment la vraie liberté. Donc voilà, tu seras pas dans une situation où tu peux t'accrocher à rien en fait. Là il y a rien en fait. Là c'est juste ta foi, qui va te permettre de débloquer des nouvelles perspectives, nouvelles compétences en fait. T'es obligé. Enfin,
Vous connaissez. Donc on continue. Alors, pourquoi cette image? Une visite inopinée. J'aime bien juste de voir Naruto dans cet attirail. On le voit jamais comme ça dans un habit justement de... Ça c'est l'habit des Jonin de base. Si je me trompe pas, oui. Ou des Chunin déjà. Non, des Jonin il me semble. Et c'est intéressant de le voir comme ça avec un bandeau à la Ebisu en plus. Là on dirait qu'il a un couteau sur la manche. Enfin voilà, c'est intéressant, on dirait qu'il est dans une mission d'infiltration. Donc là on est juste après Gamabunta qui se pose, qui voit Naruto. Ainsi donc il a dit vrai. Sacré Jiraiya, ce gamin épatant. Personne n'est monté sur ma tête. Personne n'est monté sur la tête de Gamabunta, si ce n'est Naruto, le cancre. Et là on voit que justement Naruto il a signé un contrat pour l'invocation, donc Naruto Uzumaki, avec pour pouvoir invoquer les crapauds. Et on voit qu'il y a 2 autres noms, mais on nous dit pas quels sont les noms. On nous dit pas quels sont les noms, et je pense que il y a la partie de droite là, il y a encore un autre nom. Déjà on voit, on ne donne pas de nom de famille. En tout cas, une chose est sûre, c'est que il y a Minato Namikaze, donc le 4e Hokage, qui a utilisé Gamabunta face à Kyuubi pendant l'attaque du village il y a 13 ans. Ça c'est sûr et certain. Et on le voit aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, même les jeux Naruto Ultimate Ninja en Play 2 déjà. Mais il y a une 4e personne. Mais laissez-moi réfléchir, ça peut être qui cette 4e personne? Je crois que c'est pour ça que même j'ai fait la capture. Je me suis dit, mais c'est qui cette 4e personne en fait? Peut-être j'oublie. Ou je sais pas. On reviendra peut-être plus tard. Et là il dit, donc ouais, personne n'est monté sur ma tête en fait depuis le 4e Hokage. Donc le 4e Hokage aussi bien sûr. Et on voit que ça nous confirme qu'effectivement le 4e Hokage, il est monté sur la tête de Gamabunta, donc il pouvait l'invoquer. Fufu, il a épuisé toute son énergie pour m'invoquer. Je vais l'emmener là-bas, c'est la meilleure chose à faire. Donc là, Gamabunta, il va l'amener à l'hôpital de Konoha. On voit, il atterrit. Gros tremblement de terre. Je rêve ou quoi? Il a laissé vraiment une trace de malade. Et il a déposé Naruto là-bas. Là maintenant, pourquoi cette image, elle est forte? Enfin, cette image, elle est incroyable. Donc après le combat de Gaara et Rock Lee, il est à bout. Il est dans une sorte de coma. Il est là, il se repose simplement. Et en fait, la manière dont cette planche, elle est build up, c'est extraordinaire. En fait, on voit déjà une fleur. Et les fleurs, c'est quoi ça? C'est la paix, c'est le calme, c'est la tranquillité, c'est aussi la vie et la mort. Parce qu'en fait, les fleurs, c'est vraiment, si tu ne les mets pas dans l'eau, elles meurent, elles fanent. Et on voit souvent même ces images un peu de, voilà, une fleur qui fane, c'est reflet de la mort. Ou qu'est-ce qu'on met sur les tombes des personnes qui décèdent au cimetière? On met des fleurs. Donc il y a vraiment cette image, cette connotation de la vie et de la mort. Il y a une seule fleur qui est posée dans un vase. Et elle n'est pas en train de faner, elle est là, elle est posée. C'est la vie, c'est calme, c'est la sérénité. Juste en bas, on voit quoi? Gaara, le visage, les yeux avec des cernes, le regard perçant, le fait qu'il y ait un fond blanc derrière lui, c'est comme si en fait il y a du silence. C'est ça que je veux dire. C'est que la fleur là, pour moi, elle marque aussi le silence. Il n'y a pas de bruit, c'est calme, c'est tranquille. Même l'eau, elle est calme, elle est paisible. Dans ce silence-là, Gaara vient. Il met sa main au-dessus de Lee. On voit même pas sa bouche. C'est intéressant comment la main de Gaara, elle est au-dessus de la bouche de Lee. On voit juste ses yeux fermés. La mort, le repos, tranquillité. La main qui masque la bouche, le silence. Ok? Le silence est paisible. Et là, on voit que son sable, il est en train d'environner. Il a envie d'assassiner Lee dans son sommeil. Dans le calme, dans le silence, il veut commettre un meurtre.
c'est incroyable. C'est incroyable. C'était le Spovaru, ce que j'ai gardé. Donc, son sable commençait à recouvrir Lee gentiment, petit à petit. Il voulait lui faire le sarcophage de sable. Donc il allait serrer la main, et quand il aurait fini de serrer, ça allait être fini de Rock Lee. On voit ses yeux vraiment. C'est quelqu'un qui est marqué par la douleur et le traumatisme. On voit vraiment comment ses yeux parlent. Et là, on est où? On a vu fond blanc, tout d'un coup fond noir. Là, il allait passer à l'acte. En fait, c'était le moment. Il allait tuer Lee. Et c'est tellement bien fait, c'est tellement bien dessiné. D'un coup, surprise, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas la première capture, mais Naruto et Shikamaru arrivent. Et je sais plus pourquoi il lui dit ça, un démon. Dans ce cas-là, nous sommes semblables. Comme tu l'as dit tout à l'heure, je n'ai pas été élevé comme tout le monde. Je suis venu au monde en prenant la vie de la femme qui aurait dû être ma mère. Mon père voulait faire de moi un ninja surpuissant. Par la sorcellerie, il a invité un esprit maudit à prendre possession de mon corps. Je suis né monstre. Alors, ce que je trouve intéressant dans ce passage, c'est la manière dont Gaara y raconte les faits de sa naissance. Premièrement, il dit « Je suis venu au monde en prenant la vie de la femme qui aurait dû être ma mère. » Alors, dans les faits, il n'a pas pris la vie de la femme qui aurait dû être sa mère. C'est que elle est morte en lui donnant la naissance. Mais la manière dont il formule la phrase laisse comprendre que la culpabilité repose sur ses épaules. C'est sa faute si cette femme est décédée. C'est ce que son père même a voulu lui faire comprendre durant sa jeunesse, et même certainement les villageois et d'autres personnes. C'est à cause de lui, le monstre, que cette femme est morte. C'est lui qui a pris sa vie. Mais c'est pas ce qu'on dit. D'habitude on dit elle est morte en accouchant. Elle s'est sacrifiée peut-être pour donner naissance à cet enfant parce que l'enfant était plus important que sa propre vie. Et lui dit qu'il a pris la vie de cette femme. Donc, comme pour aussi faire comprendre que c'est tellement un monstre que même en naissant, il a commis un meurtre. Deuxième chose intéressante, c'est qu'il dit la femme qui aurait dû être ma mère. C'est que le détachement, il est énorme. C'est même pas pour dire c'est la femme qui aurait dû. C'est une femme. Elle aurait dû être ma mère. Mais c'est pas le cas. En fait, il se détache émotionnellement de ça. Et on voit encore une fois la souffrance de ce garçon. C'est qu'il a grandi sans un amour véritable. Et la personne qui l'appelle quand même mon père, parce qu'il l'appelle en plus mon père. Lui, il se détache pas de son père. Il dit pas la personne qui aurait dû être mon père. Il dit mon père. Vous voulez faire de moi un ninja surpuissant. Donc, le lien qu'il fait, la personne avec qui il établit vraiment un lien, eh ben c'est malsain. Parce que son père a voulu le tuer plusieurs fois. Il dit même plus tard, par la sorcellerie, il a invité un esprit maudit à prendre possession de son corps. C'est pas un truc qu'un père devrait faire. Donc sa notion du lien familial, elle est entachée. Elle est mauvaise, elle est négative. Parce que la personne qu'il aimait vraiment, c'est-à-dire sa mère, il l'appelle la femme qui aurait dû être ma mère. La personne qui le déteste et qui a cherché à le tuer, il l'appelle quand même mon père. Donc, ces notions, et surtout en plus quand tu es un enfant, c'est là que il y a tout qui se crée. Le lien qui se crée. L'apprentissage de ce que c'est l'amour. Des relations. C'est là que tu apprends toutes les choses qui vont t'accompagner durant toute ta vie. Il y a quelque chose qu'on dit souvent aussi, que je trouve très intéressant, mais l'adulte, c'est l'enfant qui a grandi, c'est un enfant qui est devenu un adulte. Il n'y a pas un enfant, un adulte, et il n'y a rien entre deux. Il y a un enfant qui grandit, qui se développe, qui expérimente, et qui devient un adulte. Donc l'adulte, c'est l'enfant qui a grandi, mais quand l'enfant a vécu des traumas, que ces notions de l'amitié, de l'amour ont été écrasées, ont été déformées, ont été
mal dirigé, qu'est-ce qu'il advient de cet adulte? Quelles sont les choses qu'il comprend vraiment de la bonne façon? Quelle est l'expérience qui définit vraiment sa notion des choses? Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Et là, il dit, mon père voulait faire de moi un ninja surpuissant. Par la sorcellerie, il a invité un esprit maudit à prendre possession de mon corps. On sait que c'est un démon en queue, un bijou. Donc voilà, je suis né monstre. C'est difficile de dire ça. Et en fait, de premier abord, toi, tu vas lire, tu vas découvrir ça, tu vas dire, il fait peur ce personnage. Regardez ce regard, regardez. Il voulait assassiner un autre enfant de son âge, parce que c'est des enfants, ils ont même pas 18 ans, ils ont 13, 14, 15, ils sont dans ces zones-là. Et il allait commettre un meurtre. Mais en fait, on voit, c'est un enfant, il est déchiré, il est détruit. Ce qu'on lui a donné dans son enfance, on l'a mal nourri. C'est comme, encore une fois, la fleur que l'on voit au début. En fait, si tu ne nourris pas correctement la fleur, tu ne donnes pas l'eau adéquate, quand c'est dans le sol, tu ne donnes pas l'engrais qu'il faut, etc., ça pousse mal. Et ça finit par mourir. Ok? Et là, il a été mal nourri. On lui a donné quelque chose qui l'a conduit vers une mort, peut-être pas physique, mais spirituelle. À l'intérieur, il est mort. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas d'amour. Et oui, le mot amour est gravé sur sa peau. Mais c'est pas gravé en lui. D'un coup, j'étais devenu une relique du passé qu'ils souhaitaient tous voir disparaître. Ouais, là, en fait, justement, Shikamaru lui a fait le contrôle des ombres. Et c'est pour ça c'est comme ça qu'il a pu l'arrêter dans sa course pour tuer Rock Lee. Jeune, je me suis demandé pourquoi j'existais. Je n'ai pas trouvé la réponse à cette époque. Lui, ça lui parle, Naruto. Vous voyez son visage? En fait, c'est comme si je m'entends parler, en fait. J'entends ma réflexion de quand j'étais plus jeune. Je comprends ce qu'il est en train de dire, mais ça m'effraie. Parce que c'est la première fois que je vois quelqu'un qui a sombré dans la haine suite à l'expérience qu'il a vécue qui est tellement similaire à la mienne. Et en fait, il voit un miroir, mais un miroir déformé parce que c'est ce qu'il aurait pu être, Naruto. Gaara, c'est le premier type de Naruto. C'est le premier reflet de Naruto dans Naruto. Naruto, dans son histoire, il va rencontrer beaucoup de reflets de lui-même s'il avait pris une autre route. Et Gaara, c'est Naruto qui a sombré à la haine. Et là, il est en train de regarder dans son miroir. C'est intéressant parce que, oui, c'est Shikamaru qui fait le contrôle des ombres. L'ombre de Naruto dirigée vers Shikamaru et il y a le contrôle des ombres. Comme si, en fait, c'est une ombre, c'est une chose qui est renvoyée. C'est une ombre qui est renvoyée, c'est mon reflet. Et Naruto, en fait, c'est effrayant de se dire, moi, j'ai connu la même perte. Moi, j'ai perdu tel membre de ma famille. Moi, j'ai vécu tel drame. Moi, j'ai eu la même situation et j'aurais pu devenir comme ça. Et en fait, ce qui est plus effrayant, c'est peut-être même de comprendre l'autre. Et parfois, dans la vie, justement, on rentre dans le jugement, on rentre dans l'accusation, parce qu'en fait, on ne parvient pas à comprendre l'autre. Parce que l'autre a vécu quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Et du coup, on peut arriver à banaliser ou à juger ou à pointer du doigt sans comprendre qu'est-ce qui a mené la personne à devenir ce qu'elle est devenue et à faire ce qu'elle fait. Comprendre ne veut pas dire cautionner, ne veut pas dire justifier. Parce que là, Naruto, ils n'allaient pas dire vas-y, assassine Rock Lee, on comprend. On comprend pourquoi est-ce que tu réagis comme ça. Non. Mais il comprend. Et ça va mener à ce qui va se passer plus tard dans l'œuvre. Le fait que Naruto commence à se percevoir au travers de Gaara. Et se demander pourquoi j'existais. Combien de personnes se demandent pourquoi est-ce qu'elle existe
et ne trouve pas la réponse. Et là, je savais même pas, mais ça vient exactement à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut la trouver pendant qu'on vit, sinon cela revient à être mort. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Gara, il est mort à l'intérieur. J'ai pris quoi? J'ai pris l'image de la fleur. La vie, la mort. Le repos. C'est tout ce qu'on a parlé. C'est incroyable, c'est tout ce qu'on a parlé. Il faut la trouver pendant qu'on vit, sinon cela revient à être mort. Combien sont dans des corps vivants, mais dans des esprits morts? Aujourd'hui, de nos jours, combien vivent avec une chair, une enveloppe qui bouge, qui est en mouvement, mais un souffle, un esprit qui ne fonctionne plus. Comme une mort spirituelle, une mort intérieure. Parce que on ne trouve pas de raison de vivre, d'existence. En fait, là c'est même encore plus dingue parce que vivre et existence, je vais faire une différence. On ne trouve même pas de raison de pourquoi on existe, même pas de pourquoi on vit. Parce que pour moi, vivre, c'est déjà quelque chose de plus de mouvement, de vivre, c'est avoir la possibilité de. Ok? Pour moi, vivre, c'est du mouvement. Parce que ce qui ne bouge pas, ce qui est statique, c'est mort. Ce qui est figé, c'est mort. Ce qui est en mouvement, c'est la vie. Mais là, on parle de raison même d'exister. Exister, c'est juste être là. Quand on ne trouve même pas de raison d'exister, d'être quelque chose, c'est terrible. Et tant que tu ne trouveras pas ça, ça revient à être mort. Statique, sans mouvement. Ok? Et beaucoup sont en fait dans ce cas de figure. Et ce que je trouve hyper aussi intéressant et pertinent, c'est quoi la réaction de Shikamaru? Shikamaru n'a pas vécu ce que Naruto a vécu. Il n'a pas vécu ces traumas, il n'a pas vécu cet abandon, il n'a pas vécu ça. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Qu'est-ce que je disais avant? Parfois, on est dans le jugement, dans l'incompréhension, parce que simplement, on n'a pas vécu ce que l'autre personne a vécu. On ne parvient pas à s'identifier, à comprendre, parce qu'on n'a pas vécu ce que l'autre a vécu. Shikamaru. Qu'est-ce qu'il y a juste plus bas? Naruto, il dit quoi? Je le comprends. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est... Waouh. Naruto, il le comprend. Il comprend ce que Gaara il est en train de dire. J'ai dit quoi tout à l'heure? Il se voit dans un miroir. Il n'est pas devenu comme lui, mais il comprend pourquoi il est devenu comme ça. Parce qu'à un moment donné, ils ont été pareils. Ils ont été confrontés aux mêmes réalités, aux mêmes situations, aux mêmes choses. Et il le comprend. Et c'est ce qui fait peur parfois. C'est de comprendre comment l'autre a été capable de faire ce qu'il fait, d'être ce qu'il est. Parce qu'il a vécu les mêmes réalités. C'est trop. C'est trop, c'est trop. Lui et moi, nous sommes pareils.
voyez le choc dans les yeux de Naruto? C'est difficile de dire si c'est de la surprise, c'est de la peur, c'est de l'étonnement, c'est de la crainte. Il est en train de suer, il transpire de plus en plus. Il transpire. Parce qu'il se rend compte qu'ils sont pareils. Est-ce qu'il fait ce qu'il fait? Non. Mais la haine que Gaara a, c'est la haine que Naruto il a. Ce qui les différencie, c'est les gens qui ont commencé à entrer dans la vie de Naruto et ce que Naruto a décidé de faire avec cette haine. Je suis parvenu à une conclusion. Parce qu'il ne trouvait pas de raison. Sa conclusion c'était: j'existe pour tuer tous les êtres humains autour de moi. C'est en vivant dans la crainte d'être assassiné un jour que j'ai trouvé mon équilibre. En supprimant les uns après les autres les meurtriers potentiels autour de moi, j'ai trouvé une raison de vivre. En fait, il était tellement perdu qu'il s'est créé une raison de vivre totalement autre. C'est ce que beaucoup vivent. Parce que we cannot find our purpose. On ne peut pas trouver notre but, notre raison d'être, notre raison de vivre. On commence à s'inventer des raisons de vivre farfelues qui sont influencées par notre vécu. Et non par la réalité de ce que l'on doit être. Et c'est en vivant dans la crainte d'être assassiné qu'il a commencé à assassiner les autres. Il a reçu, il a renvoyé ça. Qu'est-ce que je disais avec les enfants, l'éducation? Tout ce qu'on donne, tout ce qu'on nourrit, tout ce qu'on... On donne... Enfin, c'est renvoyé en retour. Ok? Les enfants, c'est vraiment... C'est des vases vides. Mais des beaux vases. C'est à toi de choisir si tu mets des fleurs ou si tu mets des choses, des déchets sans valeur. Et à la fin, regarde le résultat. Je combats que pour moi et je n'aime que moi. Les autres existent uniquement pour que je ressente que je suis vivant. Il n'y a pas de monde plus fabuleux que le mien. Il s'est créé tout un monde faux, fictif, tant qu'il y aura des gens à tuer. Et là, en fait, ça zoome sur justement amour, sur son front. Il est en train de dire qu'il s'aime que lui-même. C'est pas le véritable amour. C'est pas le véritable amour. Si ton amour ne te pousse pas à aimer ton prochain, c'est pas le véritable amour. Parce que cet amour-là qu'il a, c'est un amour qui le pousse à faire du mal. C'est un amour qui le pousse à tuer. C'est un amour qui le pousse à haïr. Mais c'est pas un amour sain. C'est-à-dire que l'amour ne l'habite pas, en fait. C'est faux. C'est pas un amour qui le permettra d'aimer son prochain comme lui-même. C'est un amour qui le pousse à détruire, à voler, à haïr, à faire du mal. Et c'est là qu'on voit aussi quelque chose de très intéressant, c'est qu'on peut utiliser le même mot, mais comprendre deux réalités. Quand toi tu vas dire amour, c'est pas forcément ce que l'autre va comprendre. Parfois les mots, un seul mot va avoir plusieurs sens dictés par l'expérience de la personne qui le reçoit et la personne qui le dit. On peut utiliser les deux, le terme amour, aimer, mais avoir les deux une compréhension totalement différente de ce que c'est. Après, ça passe à autre chose, donc on va s'arrêter là pour l'instant. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire.
se remettre, lui et moi, nous sommes pareils. C'est fort. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Naruto Talk. Je vous invite à suivre la page, vous abonner, laisser des commentaires, avis, remarques, me suivre sur Twitch, YouTube, Instagram, Infinite Room. Et n'hésitez pas si vous avez des propositions. En tout cas, c'était un plaisir. Allez regarder les autres épisodes de cette série, vraiment que je trouve fascinante, qui me passionne. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.